Le président américain Joe Biden signe l'énorme enveloppe de 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, une aide pour son effort de guerre mais aussi de reconstruction. Ouverture ce dimanche du forum de Davos. Guerre en Ukraine, inflation, crise climatique et énergétique. Les défis sont plus nombreux que jamais pour l'élite mondiale. Joe Biden achève sa tournée asiatique au Japon, une première visite dans l'archipel en tant que président des États-Unis dans un contexte de tension avec Pyongyang. Les ennuis commencent pour le gouvernement français. Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, fait face à des accusations de viol, des faits qu'il conteste. Un champ de ruines, un mémorial improvisé, voici ce qu'il reste de la ville meurtrie d'Irpin en banlieue de Kiev, près de 2 mois après la fin des combats dans la zone. Dans ces rues longtemps désertées, la circulation reprend, la reconstruction aussi, et la tâche est immense. 1,2 milliard d'euros de dégâts et 2/3 des bâtiments détruits selon les autorités locales. Je remercie le président Biden d'avoir signé le plan de soutien à l'Ukraine de 40 milliards de dollars qui est à présent approuvé par le Congrès. Cet acte constitue une contribution historique en faveur de la liberté en Europe. 600 km au sud, les troupes de Moscou gardent la station hydroélectrique de Kakhovka sur les rives du Dniepr. Selon les autorités pro-russes en place, leur présence permet de protéger l'installation et de reconnecter la Crimée au réseau d'eau potable alors que non loin, les combats redoublent d'intensité. La situation dans le Donbass est extrêmement difficile. Comme lors des jours précédents, l'armée russe tente d'attaquer Sloviansk et Severodonetsk. Les forces armées ukrainiennes contiennent chaque jour l'offensive, nos défenses les repoussent et déjouent les plans de la Russie. C'est un pas de plus vers le grand jour, ce jour tant attendu, celui pour lequel nous nous battons tant, le jour de la victoire. À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine toute proche de la Russie, ces bâtiments ont été touchés par des tirs russes comme ukrainiens. Certains habitants viennent constater les dégâts. Pour nous qui ne sommes plus tout jeunes, le plus important est de retourner dans nos maisons. Les familles qui comptent de jeunes enfants ont déjà fait le choix de partir loin. Nous vivons à 1, 2 ou même 5 personnes par appartement et c'est plus simple de rester. En mars dernier, la présidence ukrainienne évaluait les dégâts de la guerre à plus de 100 milliards de dollars. Le forum économique de Davos, de retour dans une ambiance morose. Après 2 ans de pause liée à la pandémie, des centaines de dirigeants politiques et de grands patrons venus du monde entier convergent ce dimanche vers la station UP des Alpes suisses. Quelques 2500 participants sont annoncés, dont une 50aine de chefs d'État et de gouvernement. Parmi eux, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz ou encore l'émir du Qatar. En revanche, pas de président américain ou chinois. Le premier à s'exprimer sera le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi par visioconférence. Le fondateur du forum, Klaus Schwab, a déjà assuré que Davos ferait tout son possible pour soutenir l'Ukraine et sa reconstruction. Les Russes ont d'ailleurs été exclus de la grand-messe. Si l'ombre de la guerre sera omniprésente, les débats porteront également sur le changement climatique, la flambée des prix de l'énergie ou encore les craintes d'une crise alimentaire mondiale. Le forum se tient jusqu'au 26 mai prochain. Les conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir même à l'autre bout du monde. Comme ici au Venezuela, où ces sacs d'engrais s'entassent dans un hangar de la région de Portuguesa, considéré comme le grenier du pays. Mais les autorités vénézuéliennes sont inquiètes, car elles savent que très bientôt ces stocks seront insuffisants. Environ 80% des engrais dont a besoin chaque année le Venezuela viennent de Russie, d'Ukraine et du Bélarus. Mais les exportations sont désormais pratiquement paralysées par la guerre et les sanctions internationales liées au conflit. L'agriculture au Venezuela a très fortement chuté. Nous produisons à peine à hauteur de 30% de notre capacité. Nous allons travailler avec les engrais dont nous disposons, mais nous savons que c'est insuffisant. Dans certaines régions, nous devrons utiliser des sous-doses, ce qui est grave car cela affecte non seulement le rendement, mais aussi la rentabilité des agriculteurs. De nombreux autres pays d'Amérique latine sont également confrontés au même problème. En 2021, le Brésil a importé 80% des engrais qu'il a utilisés, dont 20% provenaient de Russie. L'Argentine importe 60% de ses engrais, dont 15% de Russie.
Enfin, le Mexique, l'Équateur, la Colombie et le Pérou sont également plus ou moins dépendants des engrais russes. Pour la dernière étape de sa tournée asiatique, le président américain a choisi le Japon. Premier pas sur le sol nippon depuis son entrée en fonction dans un contexte de menace d'un essai nucléaire de Pyongyang qui serait le premier depuis 5 ans. En visite en Corée du Sud plus tôt dans la journée, le président affiche pourtant sa sérénité. Nous sommes prêts face à toute action que la Corée du Nord pourrait entreprendre. Nous avons mûrement réfléchi nos réponses à chaque éventualité, donc je ne suis pas inquiet. Depuis l'échec du sommet Trump-Kim en 2019, les pourparlers de paix avec Pyongyang sont au point mort. Ouverts au dialogue, la Corée du Sud et les États-Unis devraient pourtant intensifier leurs exercices militaires conjoints afin de répondre au bruit de bottes du voisin du Nord. Les ennuis commencent pour le gouvernement français. À peine nommé, Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, est accusé de violences sexuelles. Selon le site d'information Mediapart, l'ex-président des députés Les Républicains a été nommé ministre en dépit d'un signalement pour des faits présumés de viol adressé à son parti et au parti présidentiel par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Selon Mediapart, 2 femmes l'accusent de viol en 2010 et 2011. Le parquet de Paris a confirmé qu'une plainte avait bel et bien été déposée, puis classée sans suite. Damien Abad a aussitôt contesté les faits. Interrogée ce dimanche, la première ministre Elisabeth Borne dit avoir découvert samedi ces accusations. Si la justice est à nouveau saisie, dit-elle, elle assure qu'elle tirera toutes les conséquences de cette décision et d'ajouter qu'il ne pouvait y avoir aucune impunité concernant les violences sexuelles. Damien Abad n'est pas le seul membre du gouvernement français à faire l'objet de soupçons. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, fait l'objet d'une enquête pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses activités passées à la tête du département de l'Eure. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, est lui mis en examen. Il est soupçonné d'avoir usé de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats. 5 ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé rempile pour 3 saisons dans le club de la capitale. Le choix du prodige de 23 ans, courtisé et annoncé avec insistance depuis des années de l'autre côté des Pyrénées, laisse un goût amer aux aficionados du Real Madrid, peu habitués à revêtir le costume du courtisan et conduit. Je ne veux plus de lui au Real Madrid. Ça ne vaut plus le coup. Mbappé a joué sur les 2 tableaux en disant qu'il voulait venir à Madrid, puis en restant au PSG pour l'argent. Il ne m'intéresse plus, je suis désolé. C'est un grand joueur, je l'appréciais, mais plus maintenant. Je ne veux pas de lui au Real Madrid. Sentiments inverses chez les supporters parisiens qui jubilent. Du PSG, c'est magnifique pour la France déjà. Je pense que c'est vraiment très important qu'il reste. Et surtout au Paris Saint-Germain. Les montants du contrat restent inconnus, mais des rumeurs venues d'Espagne évoquent 600 millions d'euros jusqu'en 2025 pour l'attaquant français. Quoi qu'il en soit réellement, le PSG s'accroche à son rêve de Ligue des Champions et le Qatar conserve son joyau à 6 mois de sombre. Des milliers de catholiques du monde entier rassemblés ce dimanche à Lyon pour la cérémonie de béatification de Pauline Jaricot. Née en 1799 dans une famille d'industriels de la soie, elle est considérée comme une pionnière du catholicisme social. Elle avait abandonné une vie bourgeoise pour se mettre au service des plus démunis. Sa béatification intervient après la reconnaissance en 2020 d'un miracle après la guérison d'une fillette en 2012 dont l'état était jugé désespéré par les médecins. Pour passer du statut de bienheureuse à celui de sainte, un deuxième miracle doit lui être attribué. C'est un événement qui peut paraître anodin, mais en temps de guerre, c'est tout un symbole. En Ukraine, l'Opéra national de Kiev a rouvert ses portes samedi soir. Au programme, une comédie populaire. 300 personnes ont suivi la représentation, une assistance réduite pour permettre une évacuation rapide en cas de raid aérien. L'opéra avait été fermé au moment de l'invasion russe il y a 3 mois. Il a pu rouvrir grâce au retour de son personnel. Je suis médecin et j'ai été occupé à soigner des soldats blessés. J'espère que la paix prévaudra pour que tout le monde puisse assister sans crainte à des spectacles comme celui-ci. Pour les autorités ukrainiennes, cette réouverture était attendue car l'art est important non seulement pour survivre, mais aussi pour profiter de la vie, même en temps de guerre.